Donc dans la vidéo, je parle de d'une des expériences les plus importantes de la relativité, qui est très peu connue. Là, il y a souvent des expériences de pensée, entre guillemets, donc des expériences avec des trains, des expériences qui n'ont pas vraiment été réalisées pour de vrai, qui permettent d'expliquer facilement, mais il y a aussi des expériences qui ont été faites, qui ont été faites pour de vrai, avec de vraies mesures, voilà, avec des marges d'erreur, etc., des retards d'horloge. Et c'est de ça dont je parle dans la vidéo, et c'est de ça dont on va parler encore un peu ce soir. Voilà, là vous avez... Là, il y a des... Ça a été compilé, là, tous les tests de la relativité. Vous voyez, tests de la relativité restreinte. Vous avez différents aspects de la relativité. Donc, les différences de vitesse. Isotropie, donc c'est le fait que ça ne dépende pas de la direction. L'invariance de Lorentz, voilà, le fait qu'il y ait une certaine composante de temps et d'espace qui ne bouge pas, peu importe votre vitesse. La dilatation du temps, la contraction des longueurs, voilà ce genre d'expérience-là. Les effets dus aux rotations. Et donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-là. Voilà, c'est une expérience parmi beaucoup d'autres. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, alors qu'elle est vachement intéressante. Donc c'est de ça dont je parle dans la vidéo. Est-ce que ça signifie que biologiquement, on vieillit moins vite dans l'avion? Oui, oui. Donc toutes les horloges, entre guillemets, sont les mêmes, hein. Les horloges mécaniques, les horloges chimiques, les horloges biologiques. Donc oui, tout correspond. Si je dis que entre deux événements, il se passe, par exemple, je sais pas, 10 heures pour une certaine trajectoire et 12 heures pour une autre trajectoire, on vieillit moins sur la trajectoire de 10 heures. C'est pas seulement les horloges mécaniques. On peut voir un peu le corps humain comme une grande mécanique, avec des molécules qui sont des objets qui subissent des forces mécaniques aussi. Donc plutôt de mécanique quantique, mais des forces quand même. Et donc les lois de la physique suivent cette dilatation du temps, que ce soit au niveau mécanique des objets en métal ou des molécules biologiques. Donc c'est pas seulement une perception, il y a vraiment un impact, oui. Il y a vraiment... Donc dans l'expérience des voyageurs, c'est pas une expérience, c'est plutôt une expérience de pensée, celle-là, donc le paradoxe des jumeaux. Je montre un petit peu dans la dernière fois, on a... pas mettre le son, mais il y a une petite animation, voilà. Là, vous avez deux trajectoires différentes. Donc il faut bien comprendre ce qu'on est en train de tracer. On est en train de tracer un diagramme d'espace-temps ici. Donc c'est quelque chose qui paraît un petit peu mystérieux, l'espace-temps. Mais c'est juste qu'on a mis l'espace ici en abscisse et le temps en ordonnée. Donc ça veut dire que si vous êtes fixe, comme le jumeau ici représenté en bleu, eh ben, votre coordonnée d'espace, elle ne change pas. Salut Samouraï Mélanine. Donc si vous êtes fixe, si je mesure votre distance par rapport au mur qui est sur votre droite, cette distance ne va pas bouger. Donc cette coordonnée, on suppose qu'on regarde juste une coordonnée. Bien sûr, en fait, il faut 3 coordonnées de distance dans l'espace, qui a 3 dimensions. Mais on suppose qu'elle est fixe. Salut Vincent J. Donc ça, c'est la trajectoire en bleu. C'est quelqu'un qui est fixe. Alors, il est fixe dans l'espace, mais il n'est pas fixe dans le temps. Ici, là, la coordonnée qui va de bas en haut, la coordonnée en ordonnée, c'est le temps. Et le temps avance. Et donc, vous êtes à différents instants, à différents endroits, entre guillemets, temporels, des positions temporelles, donc des instants. Et ça avance tout seul. Donc, le trajet en bleu, là, vous voyez, même si elle est fixe, la trajectoire ici en espace reste fixe, la coordonnée de temps augmente. Et en rouge, vous avez un voyageur. Donc lui, pareil, le temps avance, donc il va plutôt vers le haut,
Mais il se déplace aussi, il se déplace de droite à gauche. Voilà, là, il va vers la droite, puis il fait demi-tour et il revient vers la Terre. Donc ça, on a l'impression que c'est une trajectoire courbe. En fait, c'est une trajectoire en ligne droite. C'est courbé à cause du temps, mais c'est bien une trajectoire en ligne droite. Donc là, vous avez la Terre qui est ici, qui est fixe, et vous avez une fusée qui va dans une certaine direction et qui revient. Voilà, je mets une petite épaisseur, mais il faut imaginer que c'est sur la même ligne. Et la Terre n'a pas bougé. Donc elle ne bouge pas dans l'espace, mais elle bouge bien dans l'espace-temps, parce qu'elle avance dans le temps. Et donc le paradoxe des jumeaux, c'est ça, c'est que vous avez... Je vais aller au bout du truc. Hop. Vous avez le jumeau qui reste sur place. Donc au début, ils ont 30 ans tous les deux, par exemple. Ils ont 30 ans tous les deux. Et le jumeau fixe, à la fin, quand ils se rejoignent, il a beaucoup vieilli, il a 80 ans. Mais le jumeau qui a voyagé, il a 35 ans. Alors, on n'est jamais fixe dans l'espace, il faut considérer un référentiel. Alors oui, il faut toujours préciser fixe par rapport à quoi. Donc ça, on le sait même avant la relativité, hein, c'est quelque chose d'assez logique. Vous êtes fixe par rapport à quelque chose. Si je suis dans un train et que je ne bouge pas par rapport à mon siège, je suis fixe par rapport au siège, mais je ne suis pas fixe par rapport à la Terre. Donc être fixe, c'est relatif. Avoir une certaine vitesse, c'est relatif. Donc là, quand je dis fixe, je suppose que j'ai fixé effectivement un point de référence ou un système de référence. On appelle ça un référentiel. Et comment peut-on considérer un point fixe? Comme tu dis, par rapport à un référentiel. Donc il faut une grille. Ça, j'en reparlerai. Donc il y a une deuxième partie qui est déjà tournée et qui est en cours de montage. Mais on peut en parler maintenant. Vous avez dans l'espace, vous pouvez mettre une grille dans l'espace. Vous imaginez des barres de métal solides. C'est vraiment un solide, un référentiel. Hop. Voilà, vous imaginez tous les mètres, comme ça, il y a une grille. Et vous la mettez en 3D. Voilà. On appelle ça un treillis. Voilà, vous imaginez. Et ça va vers l'infini, comme ça. Vous en avez autant que vous voulez. Tac. Voilà, vous imaginez une énorme grille qui couvre l'espace. Ça, c'est ce qu'on appelle un référentiel. Et donc, si moi, je reste sur ce point ici, là, je ne sais pas, ici, je suis fixe par rapport à ce référentiel. Je pourrais me déplacer et je peux rester fixe. Voilà, c'est ça, être fixe, c'est être fixe par rapport à un référentiel. Donc la Terre, là, elle est fixe par rapport à un référentiel que j'ai choisi. Et donc c'est tout le problème de cette expérience de pensée, c'est que c'est un petit peu paradoxal. Vous imaginez peut-être pourquoi. Là, on est vraiment perdu dans l'espace. On imagine qu'il n'y a aucune autre étoile, aucune autre planète. On peut même enlever la Terre et supposer qu'il y a juste un voyageur qui reste fixe par rapport à la grille et un voyageur qui fait son aller-retour. Et imaginez qu'il n'y a pas la Terre, qu'il n'y a pas les étoiles, etc. On est vraiment perdu dans l'espace. Que va penser le voyageur en rouge? Qu'est-ce qu'il va voir? Comment il va juger le comportement de celui qui est en bleu, là, à votre avis? Est-ce que prendre en référence le centre de la Voie lactée ne réduit pas la différence de déplacement entre les deux jumeaux? Alors on va voir justement qu'il va falloir faire des trucs comme ça, ouais. Mais là, pour l'instant, j'ai supposé qu'on était vraiment perdu dans l'espace, même loin de toute galaxie, il n'y a vraiment rien. Il y a juste deux personnes, un qui est fixe, donc fixe par rapport à une grille, et l'autre qui voyage. Et ben l'autre qui voyage, il va pouvoir dire, oui, mais moi j'ai une grille aussi par rapport à moi, je suis fixe par rapport à ma grille, j'ai ma grille qui est attachée à la fusée. Là, vous imaginez une grille qui suit la fusée, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir l'autre personne s'éloigner de lui. C'est tout le paradoxe. C'est pour ça qu'on appelle ça le paradoxe des jumeaux. Lui, imaginez que vous pensez être fixe là dans la fusée, mais vous allez voir l'autre personne s'éloigner et revenir. Et donc pour vous, c'est pas vous qui avez voyagé dans la fusée rouge, c'est l'autre personne en bleu.
Et donc si j'applique le résultat du paradoxe des jumeaux, où c'est celui qui voyage qui vieillit moins, vous voyez là il voyage et il vieillit moins, bah, celui dans la fusée il peut dire mais non mais moi je suis fixe par rapport à ma grille. C'est toi qui as voyagé en bleu là. Donc c'est toi qui devrais moins vieillir. Et pourtant, ils se rejoignent et effectivement, on fait l'expérience et on mesure ça donc dans les horloges des avions par exemple. Et en fait, non, il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Celui qui est bleu, c'est vraiment lui qui est fixe et c'est vraiment lui qui reste vieux, qui devient vieux. Et celui qui est en rouge, lui, il reste jeune. Donc, c'est pas symétrique. Voilà, c'est ça la résolution du paradoxe. On pense qu'il y a un paradoxe. C'est le principe d'un paradoxe. Si on raisonne un peu trop vite, on a l'impression que ça devrait se passer d'une certaine manière. Et en vrai, on observe autre chose. On observe quelque chose une chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est ça un paradoxe. Donc s'il y a bien un paradoxe, des fois vous entendrez qu'il n'y a pas de paradoxe, mais s'il y a bien un paradoxe, parce que on pourrait dire que c'est symétrique, lui il emporte sa grille avec lui. Et la résolution, c'est que non, c'est pas symétrique. La différence, c'est l'accélération, exactement. Et vous allez me dire, oui, mais lui il pourrait dire, mais c'est pas moi qui accélère, c'est l'autre. C'est moi, j'ai une trajectoire fixe, j'accélère pas, et c'est l'autre qui est en train d'accélérer. Sauf que non, il n'a pas le droit de dire ça, parce que, oui, la position, la vitesse, c'est relatif, mais l'accélération, c'est pas relatif. L'accélération, c'est absolu. L'accélération, ça ne dépend pas du point de vue, ça ne dépend pas de votre subjectivité, c'est quelque chose qui est absolu, et c'est quelque chose que vous ressentez. Celui qui est en bleu, là, il va ressentir aucune accélération, il va pas être collé en arrière à cause d'un mouvement, alors que celui qui est dans la fusée, au moment où la fusée accélère, freine, tourne, il va ressentir des forces d'inertie. Et donc, il n'est pas dans un bon référentiel. Il y a des bons et des mauvais référentiels. Et les bons référentiels, on appelle ça des référentiels galiléens, en hommage à Galilée, qui a été un des premiers à parler de relativité. Alors, c'était pas la relativité restreinte, mais on appelle ça la relativité galiléenne. C'est juste partir du principe que la vitesse, c'est relatif. Et Galilée, il réfléchissait déjà à ces questions-là avec des bateaux. Et ça tombe bien qu'il y a la fusée de Tintin. Dans le générique de Tintin, je ne sais pas si vous vous remettez en tête le générique, à un moment, Tintin saute d'un train en mouvement qui va à toute vitesse et il saute dans la rivière. Et donc la trajectoire physique... je vais récupérer là. Donc il y a le train qui est sur un pont, et puis il y a la rivière en contrebas. Et donc le train va à toute vitesse. Donc par rapport au pont, vous voyez quelqu'un qui est lancé vers la droite, donc qui suit une trajectoire parabolique. Mais du point de vue du train, Tintin, il tombe tout droit. Et Galilée, lui, il se posait la question avec des bateaux. Il se demandait, si je lâche un objet du haut du mât, et que le bateau est en train d'aller vers la droite, est-ce que l'objet, il tombe dans l'eau? Est-ce que le bateau s'enfuit sous lui? Eh ben non, l'objet, il tombe tout droit par rapport au bateau. Donc le bateau avance, mais l'objet, le bateau avance par rapport à l'eau. Mais si vous lancez un sac de farine, là, le sac, par rapport à l'eau, il va suivre une trajectoire parabolique. Et par rapport au bateau, il va descendre tout droit. Donc si le bateau va à une vitesse constante, il n'y a pas d'accélération vers la droite ou vers la gauche. C'est celui qui se rapproche le plus de la vitesse de la lumière qui ne vieillit pas. Non, parce que là tu parles de vitesse, et la vitesse, c'est relatif. Donc ça peut pas être la vitesse qui résout le problème. C'est bien l'accélération. C'est l'accélération qui compte. Parce que imaginons que la fusée soit vraiment puissante, et qu'elle aille quasiment à la vitesse de la lumière par rapport au bleu, eh bien celui dans la fusée, il va dire, ben toi, monsieur bleu qui est resté en arrière là, je te vois te déplacer à la vitesse de la lumière, quasiment. Donc la vitesse, c'est relatif. Les deux vont dire que l'autre est en train de bouger à une certaine vitesse. Donc ça peut pas être ça qui casse la symétrie. Ce qui casse la symétrie, ce qui fait que la situation n'est pas symétrique, c'est l'accélération.
c'est que, ce que je vous ai montré là, le train qui va à vitesse constante, le bateau qui va à vitesse constante, ce sont des référentiels galiléens, à peu de choses près. On oublie la rotation de la Terre, tout ça. Par contre, la fusée qui accélère d'un coup, ça ne marche pas. C'est la première loi de Newton. Alors, l'ordre des lois... oui, c'est relié à ça. Si. C'est le fait que dans ces référentiels-là, dans ces référentiels galiléens, s'il n'y a pas de force qui s'exerce, la trajectoire... donc ça, j'en parle un peu plus loin. S'il n'y a pas de force sur un objet, il va partir en ligne droite. Donc ça, j'en parle ici. Ça, on l'avait vu dans la vidéo sur les maisons gravitationnelles. Donc vous imaginez une sorte de vaisseau spatial en forme de roue et un astronaute qui s'accroche à l'extérieur. Là, vous voyez, la caméra, elle est fixe par rapport aux étoiles. Ça va être important. Et lui, il va lâcher. Et donc, il va être emporté par sa vitesse. Et regardez, là, il descend en ligne droite à vitesse constante. Donc ça, oui, c'est quand il n'y a pas de force qui s'exerce sur lui. Là, il est perdu dans l'espace, il n'y a pas de force gravitationnelle. Il n'y a pas de force d'éjection ou quoi que ce soit. C'est juste, il a une certaine vitesse et il lâche. Et dès qu'il lâche, il n'y a plus de force. Et donc là, il va en ligne droite à vitesse constante. Voilà, c'est ça. On l'illustre avec la force centrifuge. C'est une bonne manière d'illustrer le principe. Donc ça, c'est dans un bon référentiel, dans un référentiel galiléen. Voilà, les objets se déplacent en ligne droite à vitesse constante. Et là, j'ai fixé la caméra sur la roue. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop le tournis. Et regardez, c'est la même trajectoire. Donc là, je n'ai pas triché. J'ai vraiment j'ai fait ça sous Blender, un logiciel de 3D. Et sous Blender, on peut fixer la caméra à l'objet qu'on veut. Donc là, je n'ai pas refait une simulation. C'est exactement les mêmes mouvements, les mêmes objets que juste avant. J'ai juste changé la caméra, je l'ai fixée sur la roue. Et donc lui, il passe par les mêmes points, mais là, on n'est plus dans le même référentiel. Et du coup, la trajectoire, c'est plus une ligne droite, c'est une spirale. Donc déjà, il est éjecté au lieu de rester sur place, parce qu'il y a une force centrifuge. Ça, c'est une force d'inertie. Et en plus, au lieu d'être éjecté tout droit, il part en spirale. Ça, c'est à cause de la force de Coriolis, qui est aussi une force d'inertie. Donc voilà, force centrifuge, force d'inertie, c'est pas vraiment des forces, c'est juste qu'on n'est pas dans un bon référentiel. On n'est pas dans un référentiel galiléen. Et c'est ça qui permet de résoudre le paradoxe des jumeaux. Hop. Ici, là, la Terre, c'est un référentiel galiléen. Et la fusée, ce n'en est pas un. Parce qu'il y a des accélérations. Voilà. Et maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre l'expérience de... Alors, je ne sais jamais comment ça se prononce. Est-ce qu'il y a un... Voilà, est-ce qu'il y a du phonétique, là? Affilé. J'ai dit affilé, mais je sais pas, j'en sais rien. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des horloges atomiques dans des avions, donc des horloges ultra précises, et ils ont repéré des décalages. Donc, il y a une horloge qui se met à retarder, une horloge qui se met à avancer, et c'est parfaitement compatible avec ce qui a été calculé par la relativité. Donc, c'est quelques nanosecondes. C'est vraiment des petits décalages, mais on arrive très bien à les mesurer. Et vous voyez les erreurs, donc le plus ou moins 18 là. Voilà, on a 184 plus ou moins 18. Donc on a une erreur de 10% à peu près sur le résultat. Donc on a quelques imprécisions, mais ça fonctionne quand même très bien avec ce qui est observé, la comparaison entre l'observation et la théorie. Vous voyez qu'il y a deux colonnes. Il faut prendre en compte la relativité restreinte, donc le fait que les objets vont à grande vitesse, et il faut prendre en compte aussi la relativité générale, donc les effets de gravitation, parce que les avions, vu qu'ils sont en altitude,
ils ne sont pas dans le même champ gravitationnel que nous. Ils subissent moins de gravité. Plus vous éloignez de la Terre, moins il y a de force de gravité. Et donc il faut prendre ça en compte. Ça aussi, ça a un effet sur la dilatation du temps. Donc, hop, je reprends la vidéo. C'est bien, on continue dans l'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, voilà. Ça, c'est le résultat. Donc, il y a un avion qui voyage vers l'est. Donc ici, en rouge, vous voyez, il va vers l'est. La Terre tourne aussi vers l'est. On a une première horloge qui est dans cet avion. Un avion en vert qui, lui, va vers l'ouest. Une deuxième horloge. Et on compare ça à une horloge qui reste fixe sur Terre. Et on observe des décalages. Quelque chose de complètement, qui aurait été complètement fou à observer au 19e siècle. Si on avait eu des avions au 19e siècle, et des horloges atomiques. Donc avant la relativité restreinte, ça c'est complètement incroyable d'observer ça. Donc c'est quelques nanosecondes. Et donc il y en a une, celle qui voyage vers l'est, cette horloge-là, elle retarde de 40 nanosecondes, et celle vers l'ouest, elle avance de 275 nanosecondes. Et donc si on va un petit peu trop vite dans le raisonnement, ça peut paraître bizarre, parce que on a dit que voilà, c'est écrit là en gros, le voyageur vieillit moins. Ça c'est la conséquence de la relativité. Dans le paradoxe des jumeaux, le voyageur vieillit moins. Quand il arrive, voilà, quand il arrive ici, vous voyez, il est plus jeune. Et donc ça, est-ce que c'est une horloge qui retarde ou est-ce que c'est une horloge qui avance? Eh ben, vous imaginez que là, au lieu d'être des années, c'est des secondes. Vous voyez, celle-là, elle est en retard. Elle indique 34 secondes d'écoulées au lieu de 77. Ou alors, je sais pas, des heures. Elle indique qu'il est midi 34 et qu'il est 13 heures passées. Donc en rouge, elle retarde. Donc voyager, ça veut dire moins vieillir. Et pour une horloge, ça veut dire retarder. Donc maintenant, on reprend les résultats. Celle qui est en rouge, là, elle a voyagé vers l'ouest. Et elle retarde de 40 nanosecondes. Donc jusque-là, tout va bien. C'est bien celle qui a voyagé qui retarde. Mais il y a un petit truc un peu bizarre. Et il y avait une question dans les commentaires là-dessus. Et c'est pour ça que je faisais cette réponse-là. Celle en vert, là, elle aussi, elle voyage, et pourtant, elle avance. Donc, il y a un truc qui ne va pas avec le paradoxe des jumeaux. Et la solution, vous l'avez sûrement deviné, c'est que, en fait, la Terre tourne, et ça, on ne l'a pas pris en compte pour l'instant. La Terre, elle tourne. Elle tourne vers l'est. Donc, elle tourne, vous allez me dire, mais elle tourne par rapport à quoi? Eh bien, elle tourne par rapport à une grille qui est un référentiel galiléen. Donc elle tourne vraiment, on ne peut pas dire que c'est relatif de tourner. Il y a une accélération à cause de la rotation. Voilà, rotation-accélération, c'est absolu, c'est pas relatif. Donc il y a l'horloge en gris qui est restée au sol, qui voyage aussi un petit peu. Et en fait, celle vers l'ouest, elle va compenser ce voyage, elle va compenser la rotation. Et là, j'aime bien cette animation-là, c'est mon frère qui a fait ça. Là, on voit que l'avion, il voyage bien vers l'ouest. Et on note que, par rapport, si je mets une grille, là, dans l'espace, en fait, il est fixe. Il est fixe. Il est fixe par rapport à quoi? Pourquoi ce serait pas la Terre? Pourquoi c'est la Terre qui tourne et pas l'avion? Pourquoi on dirait pas que c'est la Terre qui est fixe et l'avion qui tourne? Parce que, toujours pareil, il y a les bons et les mauvais référentiels. Donc ça répond un peu à ta question. On ne peut pas considérer que c'est l'univers qui tourne autour de la Terre. On pourrait, sauf que ça ne marche pas au niveau des forces d'inertie, au niveau des forces centrifuges. Là, quelqu'un qui est dans l'avion en vert, imaginons que la Terre, elle tourne vraiment très très vite sur elle-même. C'est toujours intéressant, c'est en physique, de prendre les cas extrêmes et de pousser un peu plus les grandeurs, leur faire prendre des valeurs importantes, pour essayer de voir si la théorie, elle tient toujours.
Donc imaginez que la Terre, elle tourne très très vite sur elle-même. Lequel des deux va avoir le tournis là? Celui qui est sur la Terre ou celui qui est dans l'avion? Celui qui est dans l'avion, là, il ressent rien. Il ressent pas de force d'inertie, ok, il bouge pas. Il bouge pas par rapport à la grille qui est autour, qui est un référentiel galiléen. Par contre, imaginez la Terre qui tourne très vite, vous êtes sur Terre, vous allez avoir le tournis. Vous allez ressentir les forces d'inertie. Donc ici, l'avion est un bon référentiel, c'est un référentiel galiléen. Et en fait, on le voit un peu là, c'est l'horloge en gris qui voyage. Eh bien c'est bon, on a résolu notre problème. C'est l'horloge en gris qui voyage. Donc, paradoxe des jumeaux, c'est elle qui vieillit moins. L'horloge en gris, elle est plus jeune. Une horloge plus jeune, c'est une horloge qui retarde. Voilà, si votre horloge, elle indique 34 au lieu de 70 secondes, 34 minutes au lieu de 70 minutes, c'est qu'elle retarde. Donc l'horloge en gris, elle voyage, donc elle vieillit moins, donc elle retarde par rapport à la verte. Et donc, c'est la verte qui avance. Voilà, la verte est en avance par rapport à la grise. Donc on comprend bien pourquoi l'horloge en rouge retarde et pourquoi l'horloge en vert avance. Et après, alors l'avion il n'est pas parfaitement fixe, donc voilà, les décalages, ça crée des valeurs de décalage qui sont ce qu'elles sont, qui n'ont pas de raison d'être égales. Et en plus de ça, donc ça je le mets un peu plus tard, tac. Voilà, ça c'est la colonne, la première colonne, c'est ce qui est observé dans l'expérience. Et la deuxième colonne, c'est ce qui est prédit par la relativité restreinte, ce qu'on vient de dire. Et en plus de ça, il faut prendre en compte les effets de gravité avec la relativité générale. Et ça, j'en ai pas parlé. De toute façon, ils se sont arrangés pour que ce soit à peu près les mêmes, en laissant les avions à peu près en même temps, à la même altitude, etc. Après, on est contraint parce que des aéroports, il n'y en a pas forcément de manière symétrique. Voilà, les vols, ils font pas exactement le tour de la Terre en 24 heures ou quoi que ce soit. C'est difficile à contrôler. Donc, il a fallu faire les calculs, comparer avec l'expérience. Et vous voyez que ça marche bien. Donc là, 40 plus ou moins 23 nanosecondes. Donc ça pourrait monter jusqu'à 60 nanosecondes, ce qui est bien le retard prédit. Et là, pareil, l'avance, c'est quasiment la même. Là. Donc c'est bien compatible. L'expérience est bien compatible avec la théorie. Ou la théorie est compatible avec l'expérience, vous prenez ça dans le sens que vous voulez. Voilà, donc ça c'est l'expérience qui a montré grâce aux avions que la relativité restreinte décrivait bien ce qui se passe au niveau de la contraction du temps, la dilatation du temps, pardon, au niveau des retards et des avances des horloges. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, même un peu hors sujet, même sur autre chose. Là, c'est vraiment discussion libre. Et après, deuxième partie, je ne vais pas trop en parler. Là, je détaillais un truc que je voulais mettre en vidéo sur la définition du temps et le fait que la définition que je donne n'est pas circulaire. Voilà, si ça vous intéresse, là, vous pouvez revoir la vidéo. La deuxième partie, vous pouvez laisser tomber, c'est moins important. Ça me tenait à cœur de le faire, mais c'est plus pour le fun. C'est un peu moins intéressant. Voilà. Et donc ça, c'est une des expériences, parmi beaucoup, qui ont confirmé la relativité. Et donc ça, la question que tu poses, est-ce que c'est l'univers qui tourne autour de la Terre ou la Terre qui tourne? C'est une question
une question encore un peu ouverte. Donc là, je vous ai dit qu'il y a des référentiels galiléens, de bons référentiels. C'est ce qu'on observe. Il y a des observateurs, des référentiels dans lesquels on n'est pas accéléré, on n'est pas propulsé contre le siège, on n'a pas la nausée, on n'a pas le tournis. Donc on sait que ce sont des référentiels galiléens. Quand on en a trouvé un, alors oui, c'était ça aussi que je voulais dire. Quand on en a trouvé un, on en a plein d'autres. Il suffit de prendre un référentiel qui va à vitesse constante. Donc je vous remets le bonhomme qui lâche le vaisseau là. Là, la caméra, c'est un référentiel galiléen. Elle ne bouge pas par rapport à la grille du référentiel galiléen. Et lui, là, une fois qu'il a lâché, c'est aussi un référentiel galiléen. Lui, là, il ne subit pas d'accélération. Il n'a pas le tournis, ni rotation, ni accélération. Il est tranquille et il ne subit pas de force d'inertie. Et si sa visière est fermée et qu'il ne voit rien, il n'a aucune raison de savoir s'il est en train de se déplacer ou pas. De la même manière que quand vous êtes dans un train, vous ne savez pas si le train avance ou pas, si les fenêtres sont opaques. Vous n'avez aucun moyen de savoir si le train avance ou si vous êtes fixe. La seule chose qui vous permet de savoir, c'est si le train fait un virage, s'il y a des petites secousses, des petites accélérations, si ça tremble un peu. Voilà, si vous entendez pas le bruit et que vous avez pas si les fenêtres sont parfaitement opaques, vous pouvez pas savoir si vous êtes en déplacement ou pas. Parce que vous êtes dans un référentiel galiléen, au même titre que les gens qui sont restés au sol. Alors c'est quasiment galiléen, ça j'en reparlerai aussi dans la prochaine vidéo, parce que la Terre elle tourne, on vient de le dire. La Terre c'est pas vraiment un référentiel galiléen, sauf que si vous faites votre expérience c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si vous faites votre expérience pendant 30 secondes, vous n'allez pas ressentir les effets de rotation de la Terre. Par contre, vous avez peut-être entendu parler du pendule de Foucault. Là, vous avez un pendule, un énorme pendule, qui oscille comme ça pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Et il oscille dans un plan. Je ne sais pas si on a... Voilà. Vous voyez, là, il oscille dans un certain plan. Et ce plan, par rapport à la salle, tourne petit à petit. Et en fait, c'est pas le plan qui tourne, c'est la Terre qui tourne. Et lui, le plan, il est fixe. Le pendule, il reste dans son plan par rapport à l'univers, par rapport à la grille du référentiel galiléen. Mais comme la Terre tourne, la Terre, en fait, elle tourne par rapport au plan. Donc le plan tourne par rapport à la Terre. Et donc, on voit le pendule osciller dans un plan. Et vous revenez 2 heures plus tard, il est en train d'osciller dans un autre plan. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites barres en bois, là. Et le pendule, il vient... vous voyez les petites barres en bois, là. Et le pendule, il vient taper dessus. Et donc, si vous attendez 10 minutes, là, il va venir taper sur la barre suivante. Donc, si vous attendez 24 heures, alors il met plus de 24 heures parce qu'on n'est pas sur l'équateur, il y a une histoire, c'est pas très important ça. Mais si vous attendez longtemps, vous vous rendez compte que la Terre n'est pas un référentiel galiléen. Mais sur une expérience de 30 secondes, c'est quasiment galiléen, c'est bon. Vous ressentez pas, vous n'avez pas le tournis là, même si la Terre tourne. Salut Seb V. J'arrive pas à savoir si le prix Nobel sur les lasers femto va faire progresser la compréhension de la superposition quantique. Pas forcément, ça permet juste d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe dans les molécules, les transferts électroniques, etc. L'histoire de superposition quantique, c'est plus une interprétation en fait. Donc c'est compliqué de savoir si une expérience comme ça permet de résoudre un problème qui n'est pas vraiment un problème physique, mais plus un problème un peu philosophique.
Donc comprendre la superposition quantique, ça se fait bien sûr en multipliant les expériences, pour être sûr d'être au plus proche de ce que fait la réalité. Mais il y a plein de manières d'expliquer ça qui sont valables et qui sont peut-être même équivalentes. Donc toutes les interprétations de la mécanique quantique. Et donc trancher entre ces différentes théories un peu philosophiques, trancher ça avec une expérience, c'est pas évident. Ça peut être intéressant de trouver des expériences justement qui donnent un résultat différent suivant les interprétations, mais souvent c'est pas le cas. Souvent on retombe, chaque théorie arrive à retomber un peu sur ses pattes et à expliquer avec ses propres concepts, son propre vocabulaire. Donc savoir si l'électron il est à plusieurs endroits en même temps, ou s'il y a des mondes parallèles, ou si ceci, cela, toutes les interprétations. Si elles ont survécu jusque-là, toutes ces interprétations, c'est justement parce qu'elles arrivent à s'adapter à chaque expérience. Ouais, je suis entré en Panthéon. Au Palais de la Découverte, il y en a un aussi, ok. Ouais, comme la crème quantique de... C'est quoi, c'est Dior. J'avais l'impression que nous manquons de précision pour mieux la comprendre. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir si une expérience permet de trancher ça. Je suis pas sûr. Guerlain. Ouais, désolé, je suis pas un expert en produits de beauté. Ouais, j'ai 1000 grammes. Ah ouais, je l'ai pas vu sa vidéo, mais j'ai entendu parler du truc. Ouais, Guerlain sort sa crème quantique. Si vous voulez aller voir ça, je vous mets le lien de sa chaîne. Voilà, elles sont marrantes ces vidéos. Il s'intéresse un peu à toutes les arnaques. Et celle sur les tachyons, il y a un invité que vous connaissez. Hop, voilà. Elle est bien sa vidéo sur les tachyons aussi. Donc les tachyons, c'est les particules qui iraient plus vite que la vitesse de la lumière. Et il y a plein de raisons en relativité justement qui font que c'est pas possible, qu'aucune particule ne peut faire ça. Et donc il y a des thérapies aux tachyons. Ah, il y a pas mal de vidéos, hein. 54 vidéos. Et productif, hein. Parce que c'est des longues vidéos, c'est des enquêtes. Ouais, c'est sympa ce qu'il fait. Voilà. Donc, vous voyez, il en reste beaucoup à traiter des expériences de relativité. Donc, il y aura toute une série là-dessus. On les fera pas toutes, hein, on fera les plus intéressantes. Et puis, il y aura des vidéos, sans expérience particulière, mais un peu plus sur la théorie. Ce sera plus simple que que cette vidéo-là, que celle qui vient de sortir. Zut. Donc celle-là, elle est un peu technique, hein. C'est une des vidéos les plus techniques de la chaîne. Surtout la deuxième partie, voilà. C'est ce que je vous disais. Vous êtes pas... Si ça vous intéresse, cette histoire d'avion, vous regardez que les 10 premières minutes. Après, je réponds à d'autres questions. C'est pas forcément aussi intéressant. J'avais envie de le faire, c'était important pour moi de répondre à ça, pour vraiment clore cette définition que je donne. Mais je suis conscient que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun à regarder. Même si c'est toujours intéressant d'aller dans le détail et de préciser vraiment ce qu'il y a derrière les phrases des fois un peu rapides en vulgarisation. Des fois, une phrase de 10 secondes en vulgarisation, ça cache plein de choses que je passe sous le tapis.
Et voilà, faire des vidéos qui feront forcément moins de vues, hein, qui seront forcément un peu moins faciles à regarder. J'aime bien aussi. J'aime bien aller un peu dans les détails. Voilà. Il y en a une deuxième qui arrive sur les réponses aux questions sur le temps, où je parle de l'âge de l'univers. Comment est-ce qu'on mesure l'âge de l'univers? Donc si le temps est relatif, si les durées sont relatives, est-ce qu'un autre observateur qui est en mouvement, il va mesurer la même durée de l'univers que moi? Est-ce que pour lui aussi, est-ce que l'univers fait 13 milliards d'années? Est-ce que ça fait plus? Est-ce que ça fait moins? Effectivement, il y a des différences et il faut poser une définition claire. Donc ça, j'en parle dans la prochaine vidéo. Après, on parlera un peu d'entropie, toujours un peu sur le même thème avec la flèche du temps. Et il y a pas mal de trucs à dire, donc je vais la découper en plusieurs vidéos aussi. Et après, on lance vraiment la série officielle sur la relativité, où il y aura une dizaine de vidéos, je pense. Voilà. Faudra que je fasse une liste un peu de ce que je veux faire. Et je vais essayer de les rendre plus courtes et plus accessibles. Parce que c'est encore un peu trop long et technique ce que je fais des fois. Et la théorie des cordes, pour ça, il faut aller voir Monsieur Bourget. Alors lui, c'est encore plus technique, mais bon, il n'y a pas le choix avec la théorie des cordes. Voilà. Qu'est-ce que la théorie des cordes? Donc il parle beaucoup des mathématiques de la physique, donc c'est très vite très mathématique, hein, je vous préviens. Mais si vous aimez ça, comme moi, c'est une superbe chaîne. Avec des vidéos très longues où il fait tout le cheminement vers un résultat qu'il a envie d'expliquer. C'est vraiment une super chaîne. Après, je vous préviens, c'est technique. Quels que soient nos mouvements, on se déplace à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Donc si je suis immobile dans un référentiel, je me déplace à la vitesse de la lumière dans le temps uniquement. Oui, tu peux voir ça comme ça. En fait, tu as une... Alors, ouais. Je sais pas si je peux vraiment rentrer dans les détails en restant simple. Comment est-ce que je pourrais... Ouais, je vais essayer de le faire sans équation. En gros, donc dans l'espace-temps, si tu es fixe, donc tu as une trajectoire qui a une valeur d'espace constante. Donc tu avances dans le temps, c'est tout. Et si tu te déplaces, tu avances aussi dans le temps, vers le haut, mais aussi dans l'espace. Donc tu as une trajectoire un peu penchée comme ça, avec un certain angle. Et donc ce que tu gagnes en vitesse dans l'espace, tu le perds entre guillemets en vitesse dans le temps. J'essaierai de trouver, ça fera l'objet d'une vidéo complète ça. Et je me débrouillerai pour trouver une manière d'expliquer ça sans équation. C'est pas forcément évident, mais je vais y arriver. Je ferai ce que je peux pour rendre ça le plus facile à comprendre possible. Mais effectivement, tu peux voir ça comme un vecteur, pour ceux qui connaissent les vecteurs, avec une certaine norme. Donc c'est une flèche. La norme, c'est ce qu'on appelle la norme, c'est la taille de la flèche. Et même si la flèche tourne, la norme, elle reste constante. Et le souci, c'est que calculer la norme avec le théorème de Pythagore, comme vous avez l'habitude au lycée ou même au collège, il y a une petite subtilité. Donc au lieu d'avoir si vous avez un triangle rectangle de côté A et B, l'hypoténuse, hein, c'est racine de A carré plus B carré. Voilà, c'est le théorème de Pythagore. Et ben, dans l'espace-temps, vous avez du A carré moins B carré. Voilà, la composante en espace, vous mettez des plus, et la composante en temps, vous mettez un moins.
Vous allez me dire, oui, mais du coup, ça peut être négatif. Voilà, c'est une bonne question. C'est effectivement, il se passe des trucs quand c'est négatif. Vous avez des vecteurs de genre espace ou de genre temps. Donc une trajectoire, c'est de genre espace. Et si c'est négatif là-dedans, vous pouvez plus prendre la racine du coup. Voilà. C'est pas la vitesse de la lumière, hein, c'est la longueur du côté. Donc voilà, le théorème de Pythagore, il devient un petit peu différent dans cet espace qu'on appelle un espace hyperbolique, comme les hyperboles. Une hyperbole, c'est ça. Tac, vous avez tracé deux droites et vous avez des asymptotes. Hop. C'est la trajectoire d'un... Donc là, cette branche-là, c'est la trajectoire d'un objet, par exemple, qui vient d'un autre système stellaire et qui est attiré par le Soleil et qui repart à l'infini comme ça. On appelle ça une hyperbole. C'est un... Vous avez peut-être entendu parler des coniques. Vous prenez un cône, donc, comme un cône de glace, là. Vous mettez la pointe vers le haut et vous le coupez. Si vous le coupez dans ce sens-là, vous avez une ellipse qui se forme. Si vous le coupez pile parallèle à la pente, vous avez une parabole. Et si vous le coupez comme ça, vous avez une hyperbole. C'est quelque chose qui a été compris depuis très longtemps par les Grecs. Et notre espace-temps, il est hyperbolique. Il n'est pas euclidien, donc il y a des moins. Donc c'est un peu bizarre. Voilà, je ferme la parenthèse un peu technique, un peu mathématique. Comment peut-on avoir une vitesse dans le temps ? Vu que tu as un temps, la vitesse, c'est la dérivée de la distance par rapport au temps. Okay. Mais vu que les temps, les paramètres qui décrivent le temps dépendent de ta trajectoire, en fait, tu peux l'appeler t pour un certain voyageur, mais un autre voyageur, lui, il va avoir un autre temps à lui, qui s'appelle tau, par exemple. Et donc, je peux dériver tau par rapport à t. C'est pas le même temps. Le temps dépend de... Le temps, c'est relatif. Ma perception du temps n'est pas la même que celle de quelqu'un qui file à toute vitesse sur une fusée à côté de la Terre. Donc moi, je vais mesurer le temps avec une variable t et lui avec une autre variable tau, et je peux comparer les deux. Donc c'est une sorte de vitesse dans le temps, entre guillemets. Et du coup, c'est exprimé en secondes par seconde, donc sans unité. Effectivement, il n'y a pas d'unité. Salut Shinjin Yume. Je travaille avec des enfants en tant qu'animateur. Je leur enseigne les bases de la science. J'aborde des termes comme la gravitation, l'électromagnétisme, la diffraction de la lumière, les états de la matière, l'inertie, l'astronomie, le tout par des expériences. Ok, ouais, ça a l'air cool. Y a-t-il moyen de recréer un pendule de Foucault dans une école, ou faut-il une salle et un pendule beaucoup trop grand pour que ça fonctionne ? Si tu as un préau et une énorme masse avec une énorme corde, oui, tu peux, mais à petite échelle, non, ça marche pas. En fait, le moindre frottement, ça va arrêter le pendule avant que tu puisses voir le plan se décaler. Un pendule, hein, ça met quelques minutes à s'arrêter en temps normal. Et là, tu as besoin que l'expérience, elle dure plusieurs heures. Donc ça fonctionne pas, non. Il te faut quelque chose avec énormément d'inertie, avec une liaison tout en haut qui est extrêmement propre, avec le moins de frottement possible. Donc non, c'est très compliqué à mettre en place, je pense. Peut-être qu'un jour, on arrivera à faire des petits pendules de Foucault à petite échelle. Hein. Pourquoi pas ? Ça peut être une idée, ça, d'essayer de réaliser ça. Mais généralement, il faut une énorme masse avec une liaison très très propre, sans frottement. Tu as besoin de voir le plan bouger sur des heures, pendant des heures. Et le souci, c'est que le pendule normal, il va s'arrêter très vite à cause des frottements. C'est le cône de l'espace-temps. Celui-là, non. Ça, c'était juste une manière géométrique de parler des hyperboles. Ici, là, tu peux parler... Donc là, hein, j'ai une personne qui se déplace. Vous voyez, la valeur en espace augmente. Et imaginez quelqu'un qui va plus vite. Ici, on est à un certain instant.
Voilà, l'instant 1. À l'instant 2, on est ici. Vous voyez, entre l'instant 1 et l'instant 2, lui, il est resté sur place. Il est à la même position. Lui, à l'instant 1, il est ici, en x1. À l'instant 2, il est là. Je projette pour voir la position, en x2. Et imaginez quelqu'un qui va plus vite. Et bien lui, il va avoir une trajectoire plus pentue comme ça. À l'instant 1, il est déjà là, et à l'instant 2, il est carrément là-bas. Vous voyez, il se déplace plus vite dans l'espace. Donc dans l'espace-temps, plus vous allez vite, plus votre vitesse est élevée, plus votre ligne est penchée. On appelle ça la ligne d'univers. Donc vous, votre ligne d'univers, c'est un truc comme ça. Voilà. Donc là, vous avez reçu votre première PlayStation. Voilà, là, vous avez embrassé une fille pour la première fois, etc. Voilà, ça, c'est votre ligne d'univers, c'est votre vie. Vous avancez dans le temps et puis vous vous déplacez un petit peu dans l'espace. Et, donc c'est là où je voulais en venir, le cône de l'espace-temps, il y a une vitesse que vous ne pouvez pas dépasser, c'est la vitesse de la lumière, et donc il y a une pente maximale. Généralement, on la met à 45 degrés, mais il faut bien comprendre, c'est une vitesse énorme, la vitesse de la lumière. Donc si je repérais l'espace en mètres et le temps en secondes, ce serait quasiment horizontal en fait. En une seconde, la lumière, elle fait 3 10 puissance 8 mètres, donc 300 000 kilomètres. Vous imaginez quelque chose de quasiment plat en fait. Et pour y voir quelque chose, on la met à 45 degrés. On oublie les mètres et les secondes, c'est des unités qui sont très humaines et pas forcément adaptées à l'univers. Est-ce que c'est la fameuse métrique avec un moins plus plus plus? Oui, c'est ça, exactement. C'est la fameuse métrique qui fait que là, il y a un signe moins devant le terme temporel. La métrique, c'est ce qui permet de mesurer des distances, des durées, des intervalles entre deux événements dans l'espace-temps. Et donc, elle est un petit peu bizarre. Votre théorème de Pythagore, là, au lieu de mettre des plus, des fois, vous mettez des moins. On appelle ça un espace de Minkowski. Ou de Lobachevsky, je ne sais jamais comment ça se prononce. Espace Minkowski. Tac. Alors là, il est un petit peu en perspective, c'est pas forcément... Voilà, vous avez le cône de lumière. Ah oui, mais j'ai pas terminé mon... Donc là, ce que j'ai dessiné en orange, c'est quelqu'un qui va à la vitesse de la lumière vers la droite, et là, quelqu'un qui va à la vitesse de la lumière vers la gauche. Et donc vous, si vous êtes passé par ce point, vous ne pouvez pas aller plus vite. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver ici. C'est impossible. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, votre ligne d'univers, elle est coincée là-dedans, là. Dans un cône. Voilà, vous êtes forcé d'être... votre futur, il est là. Vous ne pouvez pas aller... s'il y a une étoile qui explose là, vous ne pouvez pas aller la voir. C'est pas possible. Voilà, oui, c'est ça. Par rapport à la modification du théorème de Pythagore. Salut, Schtroumpf. Ok. C'est pas mal de pseudo, j'aime bien. J'aime beaucoup. Quand on a une valeur négative pour un objet, vu d'un certain référentiel, ne serait-ce pas que cet objet est décorrélé causalement? Voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas de question trop technique, t'inquiète. Voilà, c'est ça. Ces deux points-là sont décorrélés causalement, lui et lui. Vous ne pouvez pas envoyer un objet entre ces deux points. Et on dit que l'intervalle est de genre temps, alors que les autres ici sont de genre espace. Donc si c'est pas trop penché, vous pouvez avoir une trajectoire physique d'un objet physique. Si c'est trop penché, ça voudrait dire que vous allez plus vite que la vitesse de la lumière. C'est pas possible. Par contre, vous pouvez faire autre chose. C'est dire que ces deux événements-là, d'un certain point de vue, ils sont simultanés.
Donc là, pour moi, c'est le temps 0 et là, c'est l'instant 1. Pour quelqu'un d'autre qui va à la bonne vitesse, ces deux événements, ils sont simultanés. Pareil, on en reparlera beaucoup de ça. Tu construis un panthéon dans la cour de récré. Ouais, il faut du matos. Hein. Je vais demander le budget à la mairie. Ben, franchement, si tu motives ça par une expérience scientifique, pourquoi pas. Tu demandes à la région, tu demandes... tu parlais des tachyons qui ne peuvent pas aller plus vite que la lumière et les intrications quantiques. Alors oui, donc là je parle des objets physiques. Donc c'est un objet physique avec une certaine masse. Il y a plein de choses qui peuvent aller plus vite que la vitesse de la lumière. Par exemple, si je prends une lampe torche et que je la bouge très rapidement, et que c'est une super lampe torche qu'elle éclaire vraiment très très loin, un laser par exemple, je pointe mon laser sur la Lune, c'est un laser ultra puissant, bah, le point du laser, il va parcourir une distance en un temps très très court. Si je calcule la vitesse de ce point laser, là, ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Mais c'est pas un objet physique. Il n'y a pas une particule qui est en train de se déplacer. C'est juste des points d'impact. C'est un truc un peu abstrait, c'est pas un vrai objet. Et donc, tu peux imaginer plein de choses comme ça qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, sans problème, y compris les intrications quantiques. Donc ça, c'est un truc assez classique. Quand vous faites des mesures à distance sur des objets qui sont décrits par une seule fonction d'onde, donc un seul objet mathématique, vous prenez deux électrons par exemple, qui ont ce qu'on appelle des spins vers le haut ou des spins vers le bas. Si les deux spins sont identiques, vous envoyez... Pareil, je fais une toute petite parenthèse, là c'est un peu technique ça. Vous les séparez, les deux électrons. Il y en a un qui part à Tokyo et l'autre qui part à New York. Et vous faites une mesure pour savoir si le spin, donc est-ce que la manière dont l'électron réagit face à un champ magnétique par exemple, est-ce qu'il est vers le haut ou est-ce qu'il est vers le bas? Si le premier mesure un spin vers le haut, l'autre va savoir immédiatement que son spin est lui aussi vers le haut. Sans pour autant qu'il y ait une décision à l'avance qui soit prise. Donc c'est comme si l'information avait été plus rapide que la vitesse de la lumière. Sauf que si vous voulez vraiment transmettre un message avec ça, vous ne pouvez pas. Et donc ça ne contredit pas la relativité restreinte. Ça, on en reparlera vraiment plus tard quand on fera la mécanique quantique. Ils ne peuvent pas aller moins vite que la vitesse de la lumière, mais pour l'instant, ce sont des objets théoriques. Voilà, il faut... Ce qui respecte cette histoire de vitesse de la lumière, cette limite, ce sont les objets physiques avec une masse. Ouais, un boulet de 28 kg au bout d'une chaîne de 67 mètres. Il n'y a pas besoin que ce soit si long que ça, mais oui, il faut beaucoup de trucs. Ok. Ok. Voilà. Bon, c'est bien, on a été dans des trucs assez intéressants et techniques finalement. Les photons voient l'univers apparaître, se déployer, disparaître de manière instantanée. Oui, s'il y avait un référentiel associé aux photons, ça se passerait comme ça. Oui. Sauf qu'il n'y a pas de référentiel. Tu peux pas mettre un référentiel qui va à la vitesse de la lumière. Un référentiel, c'est un objet solide. Ça peut pas être un photon. Mais si tu pousses le raisonnement jusqu'au bout, oui, le photon, il est capté au même moment de son point de vue qu'il est émis. Donc un photon qui traverse la galaxie, pour lui, ça s'est fait en une fraction de seconde. Ça s'est fait instantanément. Mais il n'y a pas de référentiel associé au photon, donc en fait, non. Donc oui, mais non. Voilà, c'est ça la réponse. En fait, donc c'est la dilatation du temps. Plus vous allez vite par rapport à moi qui suis sur Terre, plus il va y avoir un phénomène de dilatation du temps. Donc entre deux événements... Est-ce que je peux le mettre sur le graphe, ça?
Non, je vais juste le dire comme ça. Donc, le... s'il y a une fusée qui est en train de passer, imaginez une fusée qui passe à toute vitesse à côté de la Terre, là, et quelqu'un dans la fusée qui, je sais pas ce qu'il fait, il lance des feux d'artifice qui explosent immédiatement. Ça fait deux événements bien précis. Voilà, un feu d'artifice rouge, un feu d'artifice bleu. Lui, il va mesurer 2 secondes entre les deux, mais moi, je vais pas mesurer la même durée, parce qu'il est en train de se déplacer. Je vais mesurer 20 secondes. Je vais mesurer une durée plus importante. Et donc lui, comme il se déplace, par rapport à moi, les événements qui sont dans son référentiel passent plus vite. Je vais faire un petit schéma, ce sera plus clair. Vous avez une fusée. Est-ce que je fais le schéma d'espace-temps? Non, ce sera toujours mieux dessiné que ce que je peux faire pour une fusée, mais bref. Vous imaginez la fusée de Tintin, là. Hop. Il lance un premier feu d'artifice. Voilà, un premier boom. Un deuxième. Et lui, il mesure un écart de 2 secondes. Mais il est en train d'avancer à toute vitesse par rapport à la Terre. Et donc ces deux événements-là, pour lui, c'est séparé de 2 secondes, mais pour moi, non. Pour moi qui suis sur Terre, je vais dire... on oublie, c'est ce que je dis dans la vidéo sur le temps, on oublie les temps de propagation, on sait exactement comment les calculer. Et ben moi, je vais mesurer, je sais pas, 30 secondes s'il va vraiment très vite. Voilà, il y a un facteur multiplicatif, on appelle ça le gamma. Et donc moi, je mesure une dilatation des durées. Et à l'inverse, si moi je fais pareil, si je fais péter des feux d'artifice, là c'est l'inverse, c'est lui qui va mesurer une durée plus élevée, parce que ça se passe chez moi, ça se passe dans mon référentiel. Donc ça c'est fixe par rapport à lui, ces deux événements. Donc dans l'espace-temps, dans le diagramme de l'espace-temps, pour la fusée, ce sont deux événements au même endroit. Gamma c'est le facteur de Lorentz, ouais, c'est ça. Donc là, j'ai mis x15, c'est énorme, x15. Hein. Ça veut dire que la fusée, elle va à 99% de la vitesse de la lumière. Donc pour lui, c'est le même, ça c'est le temps. Pour lui, Pour lui, la durée, c'est 2 secondes, là. Mais pour moi, mes lignes de simultanéité, elles sont penchées, en fait. Donc pour moi, pour lui, l'instant présent, en même temps que cette première explosion, c'est tout ça. Vous voyez, là, le temps, je l'ai fixé à cette valeur. Donc pour lui, son chronomètre indique qu'il est... on a démarré à 0, par exemple. Donc tous les autres événements, à d'autres endroits de l'espace, sont simultanés. Voilà, vous imaginez plein de pétards qui explosent en même temps, là, à des endroits différents. Ça, c'est simultané. Sauf que c'est simultané pour lui. Et ce qui est fou, c'est que dans le diagramme d'espace-temps, moi qui ne suis pas à la même vitesse, ma ligne de simultanéité, elle va être comme ça. Donc elle passe bien par le même point, mais c'est d'autres événements dans l'espace-temps. Voilà, et là, pareil, hop. Et quand je mesure l'écart, alors c'est là que vous allez... c'est là que votre cerveau va exploser. C'est que quand je mesure l'écart entre ces deux lignes-là, tac, je vais mesurer une distance, une durée de 30 secondes au lieu de 2 secondes. Et là, vous dites, oui, mais sur le graphe, ça se voit pas, là. Et ça vient de ce signe moins, là. En fait, il ne faut pas trop croire ce que vous voyez en distance sur le graphe, parce que c'est pas un espace normal, ça. C'est pas un espace euclidien, avec le théorème de Pythagore habituel. Il y a une histoire de métrique qui fait qu'il ne faut pas toujours croire ce que vous voyez. Si vous faites les calculs avec le signe moins, vous vous rendez compte qu'il y a des choses bizarres comme ça. Ouais, Moulinsart en production en sueur.
Pour ce qui va plus vite que la lumière, on peut toujours mettre une lampe dans l'eau. Les photons seront ralentis dans l'eau. Oui, là quand je parle de vitesse de la lumière, c'est dans le vide. Et les neutrinos qui n'interagissent pas avec la matière ne seront pas ralentis. Comme les neutrinos vont à environ 99% de la vitesse de la lumière dans le vide, ils vont aller plus vite que la lumière dans l'eau, oui. Donc la lumière peut être freinée par les matériaux. Si vous avez fait de l'optique, vous savez que les rayons entre l'air et l'eau ne vont pas en ligne droite. Il y a une partie qui est réfléchie et une partie qui est réfractée. Donc là, c'est le rayon incident. Il y a une partie qui rebondit et une partie qui, au lieu d'aller tout droit, là, elle change d'angle. Ça vient du fait que la lumière ralentit dans l'eau. Là, la vitesse de la lumière dans l'eau est différente. Et donc, on utilise des indices optiques. Dans l'air, c'est 1 et dans l'eau, c'est 1,3. Ce 1,3, ça veut dire que la vitesse, elle a été divisée par 1,3 dans l'eau. Donc, au lieu d'aller à 300 000 km par seconde, vous divisez ça par 1,3 et ça vous donne la vitesse de la lumière dans l'eau. Et comme dit Trifon, il peut y avoir des neutrinos qui, eux, ne sont pas affectés par l'eau et qui restent à très très grande vitesse et qui, du coup, vont plus vite que cette valeur-là. Vous allez me dire, oui, mais c'est impossible d'aller plus vite que la lumière, normalement. Non, ce qui est impossible, c'est d'aller plus vite que cette valeur. Voilà, où la valeur exacte, c'est 299, 792, je sais pas quoi, km par seconde. Voilà, ça, c'est la vitesse absolue. Si vous voulez, le fait que ce soit la vitesse de la lumière, c'est un peu un détail. C'est en fait c'est la vitesse qui permet de décrire l'espace-temps, en fait. C'est plus profond que juste la vitesse de la lumière. D'ailleurs, les ondes gravitationnelles qu'on a détectées, là, qui viennent des trous noirs en fusion, elles vont aussi à cette vitesse-là. Donc c'est pas uniquement relié à la lumière, c'est une vitesse, c'est la vitesse de l'espace-temps, si vous voulez. C'est la vitesse de notre univers, c'est la vitesse limite. Et donc aucun objet ne peut aller plus vite que cette vitesse-là. Et il se trouve que c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le formuler. À part les tachyons, mais les tachyons, ça n'existe pas. On pense que ça n'existe pas. Ouais, merci Arnaud Loïc pour les compliments. C'est l'expérience d'Alain Aspect avec des photons. L'expérience d'Alain Aspect, c'est ce que je disais avec les électrons là, qui sont avec l'intrication quantique. Là, on va rester sur la relativité restreinte, on ne va pas parler de ça. L'espace est courbe, donc la notion de droite parallèle n'est pas la même dans un espace courbé que dans un espace plat euclidien. Alors, ça c'est encore autre chose. Là, pour l'instant, on fait que de la relativité restreinte. Et en relativité restreinte, l'espace, entre guillemets, il est plat. Effectivement, il y a ce signe moins qui fait penser à quelque chose d'hyperbolique et d'un petit peu avec des courbures négatives, etc. Donc, mais là, c'est deux choses différentes, en fait. Alors, en géométrie hyperbolique, vous tracez des lignes sur... vous êtes un tagger et vous allez vers un château d'eau et vous tracez des lignes sur le château d'eau. Et c'est ça les trajectoires dans un espace hyperbolique. Voilà, Lobachevsky, c'est ça que j'évoquais tout à l'heure. Vous pouvez le faire sur une sphère aussi. Vous allez avoir des triangles un petit peu bizarres où la somme des angles ne fait pas 180 degrés. Voilà, sur une sphère, ça fait plus que 180. Là, ça fait moins. Voilà, ce sont des espaces qui ne sont pas plats au sens géométrique. Donc oui, d'une certaine manière, on peut dire que ce signe moins là, ça fait que c'est pas un espace plat, mais ici, c'est pas de ça qu'on parle. Ici, on parle de l'espace-temps en relativité restreinte. Et donc, on a une grille plate de référentiel galiléen. Voilà, ça c'est un référentiel galiléen. Vous imaginez plein de bonhommes là qui bougent pas.
Donc le temps avance. Donc ils avancent dans le temps, mais ils ne bougent pas dans l'espace. Voilà. Et puis ils ont des règles. Ils ont chacun une règle, là, un chronomètre. Ils font des mesures. Voilà. Ça, c'est un premier référentiel. Et si vous voulez un autre référentiel galiléen, vous prenez quelqu'un qui va à vitesse constante, par exemple comme ça, et puis vous lui mettez des copains lui aussi. Voilà. Et les bonhommes verts, eux aussi, ils vont former un référentiel galiléen. Et ça, c'est tout plat. Voilà, c'est un espace plat. Pythagore est un platiste, oui. Je ne sais pas s'il disait que la Terre était ronde. Je pense qu'il disait que la Terre était ronde, Pythagore. Je ne sais pas. Par contre, si vous faites ça, hop, vous accélérez, vous tournez, voilà, c'est fini, c'est plus galiléen. Là. Vous prenez des forces d'inertie, vos mesures de temps, de distance, elles sont incomparables avec les autres. Ça, c'est pas un bon référentiel, ça. Donc ça, c'est la relativité restreinte. Et juste un tout petit mot, s'il y a un trou noir quelque part, donc tout ça, c'est un trou noir, par exemple. On a une zone d'espace-temps. C'est pas comme ça qu'on les représente normalement, mais bon, on va simplifier. Là, vous pouvez avoir... donc je le fais dans l'espace normal, vous avez le trou noir qui occupe une zone. Vous allez avoir des trajectoires courbées. Même une planète, hein, même avec le Soleil. Et cette courbure-là, c'est la relativité générale qui l'explique. Voilà, ça fait beaucoup de choses, je sais. C'est pas grave de pas tout comprendre. Ce qui est bien, c'est de se familiariser petit à petit avec les choses. Voilà, si un jour on vous reparle de référentiel ou de cette histoire de vitesse dans l'eau, ou de cette histoire de simultanéité qui est penchée comme ça va allumer un petit truc. Vous allez vous souvenir de ce qu'on a dit. Voilà, c'est vraiment normal d'être perdu là, de pas tout comprendre. Hein. Ça fait toujours ça au début. Rien ne diffracte les neutrinos. Ils interagissent très très peu avec la matière, les neutrinos. C'est pour ça qu'ils sont si durs à détecter. Et c'est pour ça qu'on met d'énormes piscines remplies d'eau pour en capter un toutes les 10 minutes. Je ne sais pas exactement, mais ça interagit très très peu les neutrinos. Donc il ne se passe pas grand-chose niveau diffraction. Ouais. Ok. D'où l'effet de Cherenkov, exactement. L'effet Cherenkov, hein, vous avez des particules qui sont émises par exemple par les réacteurs nucléaires, qui vont plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau, et ça crée un peu comme ça crée une sorte de boom luminique, comme les booms supersoniques. C'est ça l'effet de Cherenkov. Ouais. Ça, j'aimerais bien faire une petite vidéo là-dessus un jour. D'ailleurs, je voulais utiliser, faire comme ce que je faisais à un moment, des trucs de pop culture, là, utiliser Final Fantasy VII, comme il y a le prochain qui sort bientôt, là, le remake numéro 2. Au début, ils sont dans la centrale nucléaire, et on voit une lueur Cherenkov. Et peut-être que je ferai un petit truc là-dessus, pas forcément sur la chaîne principale, mais... ouais. Faut que je me dépêche parce que le jeu sort dans un mois. Je verrai. Mais rien n'est immobile dans l'espace. On bouge tous par rapport à quelque chose. Oui, mais du coup, tu peux être immobile par rapport à quelque chose. Par exemple, là, moi, je suis immobile par rapport à ma maison. Donc, si, tu peux dire que c'est immobile. Ce que tu peux pas dire, c'est que tu es immobile de manière absolue. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai, effectivement. Il n'y a pas d'immobilité absolue, il n'y a pas de vitesse absolue. La vitesse, c'est relatif. Mais ça, on le sait déjà avant la relativité restreinte. Quand tu es dans un bateau, tu es immobile par rapport au bateau, mais pas par rapport au quai. Donc ta vitesse, elle dépend par rapport à quoi tu mesures. Il n'y a pas besoin de relativité restreinte pour dire ça. Il existe une généralisation de son théorème pour les triangles hyperboliques. Ouais, bah, c'est ce genre de truc-là.
Une wiki balade sur Tcherenkov. Je sais pas s'il a eu le prix Nobel. Parce que les wiki balades, on était parti sur les prix Nobel. Alors, Tcherenkov. Voilà, vous mettez un T ou pas. Vu que ça vient du russe, vous l'écrivez comme vous voulez. Est-ce qu'il y a eu un prix Nobel associé à ça? Ah ouais, 58. Eh ben, il y aura une wiki balade, je sais pas quand, parce que c'est en pause les wiki balades. Mais je reprendrai, c'est trop bien. J'aime beaucoup faire ça. Mais là, j'ai pas trop le temps ces derniers temps. Déjà que là, il y a eu 2 mois sans vidéo sur la chaîne principale. Mais bon, il y en a 2 de tournées là déjà. Donc il y a celle qui vient de sortir aujourd'hui, et il y en a déjà 2 autres qui sont prêtes, qui ont plus qu'à être montées. Les prémices de la relativité restreinte, c'est la relativité galiléenne. Ouais. Donc Galilée, déjà, il se posait un peu ces questions avec l'histoire du bateau, là. Ouais, Wikibalade, on verra. Par contre, le coup de l'effet de Cherenkov, ouais, je vais essayer. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça, ouais. Ça peut se faire facilement, en fait. Je la mettrai sur une chaîne secondaire, sur Livre et Sciences TV, par exemple. D'ailleurs, oui, j'en profite. Si vous avez raté le début du live et que vous voulez le voir, soit vous allez dans les rediffs de Twitch, soit je les mets tout le temps. Là, je suis en train de l'enregistrer et je les mets sur une chaîne secondaire. Hop, je vous mets le lien. Donc voilà, vous avez tous les rediffs de live là quasiment. Voilà, les lives qu'on avait fait avec Superama, avec Yoran. Superama qui vont bientôt reprendre les vidéos, là ils étaient en pause. Ça va bientôt revenir. Je suis beaucoup de conférences et de vidéos scientifiques et je ne comprends pas toujours tout, mais ce que je trouve génial avec la physique, c'est que dès que je comprends un nouveau truc, ça m'amène à mieux en comprendre un autre en effet domino. Ouais, ça c'est typique de la physique, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Et c'est ça qui fait que c'est dur aussi. Donc je suis parfaitement d'accord, ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre, ça vient avec le temps, sans même que l'on s'en aperçoive vraiment. Oui. C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes élèves aussi. Des fois, ils laissent tomber l'apprentissage d'une partie du cours parce qu'ils n'ont pas tout compris. Mais il faut accepter de ne pas tout comprendre à 100% du premier coup. C'est très difficile, surtout qu'on nous répète qu'il ne faut pas apprendre sans comprendre. Mais des fois, il faut un petit peu accepter de ne pas tout comprendre, c'est pas grave. Il faut tout faire pour comprendre au maximum, bien sûr. C'est beaucoup plus facile d'apprendre quand on comprend. Mais si on est un petit peu noyé, ben, il faut y aller par étapes, par plusieurs couches. Voilà. Bref, je radote, je répète ça à chaque live, je crois. Mais c'est important. Là, c'est le prof qui s'exprime. Et oui, c'est pour ça que la physique, c'est compliqué. C'est que, en fait, pour comprendre la relativité générale, qui est fascinante et qui est très moderne et qui est très attirante, on a envie de parler de trous noirs, on a envie de parler de cosmologie, de l'univers, tout ça. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre la relativité restreinte. Pour ça, il faut comprendre un petit peu la mécanique, il faut comprendre ce que c'est qu'une accélération. C'est pas toujours évident d'avoir une vraie compréhension profonde de ce que c'est qu'une accélération. Il y a plein d'étapes avant. Ce qui n'empêche pas d'aller tout de suite regarder une vidéo sur les trous noirs, une vidéo très vulgarisée. C'est ça qui est bien avec la physique, c'est que il y a ce côté fascinant qui fait rester les gens en fait, même si on comprend pas toujours tout. Des fois sous les vidéos, j'ai des gens qui me disent j'ai pas tout compris mais j'ai bien aimé. Donc ça c'est un compliment que j'aime bien parce que c'est ce que je fais aussi. Des fois la chaîne d'Antoine, il y a des trucs où je comprends pas tout à 100%. Et en repassant dessus un mois plus tard ou même un an plus tard, là, je percute parce que j'ai lu un bouquin entre-temps. Voilà. Après, il explique assez bien. Il faut se concentrer, mais si vous êtes concentré,
C'est quand même assez bien construit. Mais des fois, oui, il y a des trucs où je sais pas exactement pourquoi ils parlent de ça, à quoi ça correspond, et bah, c'est pas grave, hein. Pareil, quand je prends un bouquin, quand je m'intéresse à un nouveau sujet, à un nouveau domaine, le début, je comprends pas tout, quoi, hein. Je comprends 10% de ce que je lis, quoi. Et à force, on se familiarise et il y a des liens qui se créent. C'est pareil pour les maths, ouais. Il y a l'effet inverse, à chaque fois qu'on comprend un truc, cela ouvre un champ sur encore plus de choses à comprendre. Plus je sais et plus je deviens ignorant. Ouais, il y a ce côté un peu en arbre, une sorte d'arborescente, où dès que tu explores une certaine branche, tu te rends compte qu'il y a encore des branches derrière et que ça. Et que c'est. Alors c'est pas sans fin, mais il y a de quoi faire pour toute une vie. Ouais, la chaîne RES, je l'ai pas là. Euh, Communauté. Comment je vais voir mes autres chaînes? Donc ça, cette histoire d'apprendre, de comprendre tout ça, j'en parle dans une chaîne que j'alimente plus trop ces derniers temps. Ça fait 8 mois que j'en ai pas fait. Avec un titre un peu provocateur, faut-il apprendre sans comprendre? Oui. Alors voilà, bien, comme je disais, bien sûr, il faut surtout tout faire pour comprendre avant d'apprendre. Mais voilà, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras si vous ne comprenez pas tout de suite à 100% du premier coup. Ouais, je vais en refaire. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas beaucoup de temps. Mais j'ai plein de trucs à dire là-dessus. J'en referai. Je vous la mets aussi. N'y allez vraiment que si vous êtes étudiant. C'est vraiment très, très ciblé. C'est pas du tout. Je parle pas du tout de science. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo arrivera bientôt, d'ici 2-3 semaines. Je vais essayer de suivre un rythme de 3 semaines. Là, il y a eu 2 mois à nouveau sans vidéo. Là, pareil, il y avait eu un espace assez important. Je vais essayer de. Vu que j'en ai d'avance, je vais essayer de mettre ça un peu plus. À tenir un rythme un peu plus régulier. C'est intéressant aussi de prendre conscience de ce qu'on ignore versus ignorer ce que l'on ignore. Ouais. Après, des fois, ignorer, c'est aussi reposant de se dire que on a compris un certain truc, on a fini la compréhension d'un certain domaine. Et s'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit non, non, en fait, il reste tout ça, c'est un peu déprimant, mais ouais, c'est comme ça. Il faut être modeste et se spécialiser un petit peu. Ne pas essayer de tout. Ça, c'est une erreur aussi que j'ai beaucoup faite et qui est normale quand on a 20 ans, c'est de vouloir de se disperser un peu et de ne pas avoir envie de se spécialiser. Mon conseil, c'est qu'il faut se spécialiser. Et vous inquiétez pas, vous allez vous disperser tout seul et vous allez développer des. Si vous êtes là, si vous regardez la chaîne, c'est que vous êtes curieux, c'est que vous aimez bien apprendre des choses. Vous allez naturellement vous disperser vers d'autres domaines. Donc ça se fait tout seul sans effort. L'effort, il est sur la spécialisation. Et ça, c'est ça qui est difficile. Mais il faut se forcer un peu parce que ça vaut le coup de pousser vraiment un sujet et d'être pas un expert, mais de vraiment comprendre un sujet en profondeur, c'est vraiment cool. Mais ça demande de la discipline. Les conseils peuvent servir à d'autres domaines que la science. Oui, c'est pour les étudiants, de manière générale. Je ne suis plus étudiant depuis longtemps, mais j'ai bien retenu le mode robot pour en mettre un coup, une corvée. Ouais, je l'aime bien cette vidéo. J'étais content de ce que j'avais réussi à dire. Travailler comme une machine. En plus, elle était courte, elle était assez efficace. J'avais un peu pris la sémantique du robot, de la machine, et j'avais essayé de voir tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je m'étais bien amusé. Ouais, j'ai envie de continuer cette chaîne.
Je vais prendre de l'avance sur Livre et Science, sur la chaîne principale, et je vais essayer de continuer celle-là. Je ferai plutôt celle-là en priorité par rapport au Wikibalade. Mais il faut que je fasse des choix, voilà. Ça rejoint un peu la spécialisation. Il faut que j'arrête de me disperser. Il y a une période, là c'était il y a 1 an à peu près, je faisais 3 live Twitch par semaine, je faisais cette chaîne, la chaîne principale, les Wikibalades. Ouais, j'ai vite arrêté de faire ça parce que j'ai tenu 3-4 mois comme ça et après j'ai eu une période un peu où j'avais besoin de repos. J'étais pas en burn-out mais j'ai arrêté quoi. Voilà, bon, quelle heure il est? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, sinon je vais pas tarder à fermer le live. On a parlé de beaucoup de choses déjà, hein. Tout ça, finalement, c'était assez technique. Comme c'est improvisé, en fait, euh, c'est difficile pour moi d'aller chercher les métaphores, des manières cool d'expliquer sans rentrer dans les détails mathématiques. Donc, la première chose à laquelle je pense quand vous me posez une question, c'est les maths qu'il y a derrière, c'est la théorie. Et en live, comme ça, essayer de traduire pour vulgariser, c'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est bien ce qu'on a fait là déjà. C'est pour ça que sur les vidéos, je parle en live, on parle de beaucoup plus de choses qu'en vidéo. Parce qu'en vidéo, je prends un sujet et j'essaie vraiment d'aller tranquillement dessus, quoi. Que pensez-vous traiter après la relativité restreinte? Alors, le plan, c'est de faire donc 1 an, au moins 12 vidéos sur la relativité restreinte, donc un peu moins d'1 an. Là, donc il y a encore une vidéo de réponse aux questions. Clac. Encore une vidéo après celle-là. 3 vidéos sur l'entropie, dont une qui est déjà tournée. Il y aura la flèche du temps, ce genre de truc. Ensuite, 12 vidéos sur la relativité restreinte. Donc si je mets... donc là, ça en fait 4 plus 12, ça fait 16. Ça fait quasiment 1 an si je fais une vidéo toutes les 3 semaines, un peu moins d'1 an. Donc ce sera dans 1 an. Et j'aimerais bien faire une série sur l'astrophysique, mais de manière simple. Par exemple, comment parler de la naissance des étoiles, la mort des étoiles, les sursauts gamma, refaire un peu des vidéos comme celle-là, là, sur les pulsars, les étoiles à neutrons. Ça, j'ai adoré faire ça, vraiment, c'est une des vidéos que j'ai le plus aimé faire. Donc j'aimerais bien en refaire des comme ça. Un peu sur les trous noirs aussi, de manière très très vulgarisée, très très simple. Voilà, partir un peu dans l'espace, ça irait un petit peu avec l'ambiance de la relativité restreinte qui est un peu dans l'espace aussi. Et après faire de la mécanique quantique. Donc ce serait plutôt relativité restreinte, astronomie, astrophysique, ouais. Et ensuite mécanique quantique. Je voulais faire une série sur la thermo, l'entropie, tout ça, mais je vais juste faire 3 vidéos, là ça suffira pour l'instant. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit là? Les atomes on a fait, l'électromagnétisme on a fait, relativité ça va commencer, on a déjà commencé, mécanique quantique, peut-être de la cosmologie aussi après. Il y a une chaîne que j'aime bien, c'est en anglais c'est PBS, Space Time. Voilà, j'aimerais bien faire les thèmes qu'ils abordent, j'aimerais bien faire. Voilà, sur les trous noirs. Alors pas forcément les aliens, tout ça, mais voilà, parler des découvertes, parler de la matière noire, bien sûr. Donc ça, dans la vidéo astrophysique, dans la série astrophysique, je parlerai de la matière noire, c'est trop bien. Voilà, j'aimerais bien faire des matelas qui se pètent la gueule. J'aimerais bien faire ce genre de truc là. Si vous parlez anglais, elle est trop cool cette chaîne. PBS Space Time. Hop, je vous la mets aussi.
Avec les enfants, j'utilise souvent un verre d'eau. Ah oui, mais ça, c'est trop bien ça. Tu pars d'un seul objet et tu racontes plein de trucs dessus. Je leur dis que l'eau contenue dans le verre est tout ce que l'on apprendra dans l'année. Et là, j'en verse un tout petit peu dans ma main et bois. C'est bon, ça tombera pas plus bas. Ce qu'elle contient en leur disant que c'est ce que l'on apprend en une journée. Ensuite, je verse tout le verre dans la main et pratiquement toute l'eau tombe à terre. Et je leur dis que si j'essaye de tout leur expliquer maintenant, ils en perdront presque tout. Ah, c'est cool ça. Après, il faut essuyer, mais tu fais quoi après à la fin du cours, tu étais tout seul dans la salle et et tu passes la serpillière. Après, je leur dis que toute la connaissance du monde, c'est toute l'eau sur Terre. Ok, ouais, c'est cool comme métaphore. Tu peux leur dire aussi que toute la physique est contenue dans le verre d'eau. Vu que tu as des atomes, vu que tu as l'eau qui est à plat à cause de la gravité. Donc déjà, tu peux parler de la gravité, tu peux parler des forces atomiques. Il y a un truc que j'ai sorti à mes élèves mercredi, je crois. Je leur ai fait calculer, je leur ai dit, il y a 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, 100 ou 200 milliards. Il y a 100 ou 200 milliards galaxies dans l'univers observable. Donc ils font le produit pour savoir combien il y a d'étoiles dans l'univers observable. Ils me donnent la puissance de 10. Et après, je leur fais calculer combien il y a d'atomes dans un verre d'eau. Et ils se rendent compte qu'il y a plus d'atomes dans le verre d'eau qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers observable. Et ça, c'est assez cool. Ça montre que les atomes sont vraiment tout petits et très resserrés dans l'eau et que les étoiles sont très très dispersées dans l'espace. Donc c'est 10 puissance 22 l'ordre de grandeur, le nombre d'étoiles dans l'univers observable. Après, dans l'univers total, on ne sait pas, mais dans l'univers observable, 10 puissance 22. Et une mole, c'est un verre d'eau, c'est quelques moles. Et le nombre, vous connaissez le nombre d'Avogadro, c'est 10 puissance 23, donc c'est plus. Vous pensez traiter la relativité générale ou c'est trop complexe? Ouais, j'aimerais bien aussi, mais du coup, après la relativité restreinte et après l'astronomie. Comme ça, on parlera un peu de cosmologie. Après, je pense que quand j'aurai fait ces quelques séries, je ferai peut-être des mini-séries de 3-4 épisodes, mais c'est contraignant aussi les séries. Donc, ah oui, j'aimerais bien faire une série aussi sur les énergies, sur la physique de l'atmosphère, sur voilà, parler du climat, des trucs comme ça. Ah oui, merci pour les follow, au fait. Shinjin Yume et Abelons. Et Arnaud Loïc. Tigrou. Voilà, je sais pas s'ils sont là, mais. Merci pour ces lives et vidéos. Pour moi, c'est un peu des révisions, mais aide à approfondir la compréhension et à combler des lacunes sur ces sujets. Enfin, en RG et physique quantique, c'est pas encore au point. Ouais, bah, j'essaye de. C'est pas toujours évident, mais j'essaye de donner un peu à manger aussi aux gens qui connaissent déjà ces sujets. Et puis, ouais, les révisions, ça fait jamais de mal, hein. Et puis, des fois, entendre un sujet qu'on connaît dit d'une autre manière, avec un autre angle, c'est toujours sympa. J'aime beaucoup cette métaphore, mais je ne leur ferai pas faire les calculs. Mes petits ont déjà du mal à compter jusqu'à 100, ils ont 6 ou 7 ans. Ouais, mais c'est trop cool d'arriver à les fasciner, justement, sans faire de maths. T'as l'air de bien t'amuser, ça a l'air cool de faire ça. Ça doit pas être évident d'essayer de trouver les bonnes métaphores, quelque chose d'accessible. J'ai mes petits cousins, des fois, qui me posent des questions. Il y en a qui ont à peu près cet âge-là. Ma petite cousine, elle me demandait pourquoi les feuilles tombent à l'automne et pourquoi elles deviennent oranges. Et en fait, je me suis un peu renseigné. Tu as plein de trucs sur la chlorophylle, En fait, il y a déjà c'est le carotène, c'est une molécule qui est déjà là en fait dans les feuilles. Et c'est juste complètement recouvert par la chlorophylle, par le vert. Et la chlorophylle se dégrade en automne. Tu as plein de trucs comme ça. Des questions toutes bêtes des enfants. Où si tu creuses, en fait, il se passe des trucs intéressants.
Voilà, carotène, anthocyanes. Donc voilà, tu lui expliques que c'est la même molécule que dans les carottes. Ça s'appelle la carotène parce que c'est la molécule qui donne la couleur orange aux carottes, etc. Tu leur dis que ça paraît triste que les feuilles meurent, mais que en fait ça permet à l'arbre de rester en bonne santé. Tu peux mettre un petit côté émotionnel, c'est assez cool. Ok. Allez, moi je vais vous laisser là. Ben, merci pour votre participation, pour toutes vos questions. C'est toujours un grand plaisir de faire ces lives. On est en petit comité. Il y a le bon nombre de personnes là pour que tout le monde puisse discuter. C'est assez cool. Donc, ben, on se retrouve d'ici 3 semaines, je pense. Alors peut-être que je ferai des lives entre temps, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans 3 semaines, il y a la suite de réponses aux questions. Donc ce sera aussi sur le temps, la relativité. Et comme je le disais un peu tout à l'heure, ce sera sur l'âge de l'univers notamment. Il y avait plusieurs questions, notamment l'âge de l'univers. Je vais de ce pas voir ta vidéo d'aujourd'hui. Ouais, bah ouais. Tu auras le complément un peu de ce qu'on a vu. Voilà, sur les 10 premières minutes. Après, la deuxième partie, c'est un peu moins relié à ça. Mais... Allez, bah, bonne soirée tout le monde. Et puis on se retrouve en live d'ici 3 semaines, j'irai. Merci pour cette soirée. Ouais. Peut-être une fois tous les 2 ans. Ok. Bah, si dans 2 ans je refais un live et que tu es sur Twitch à ce moment-là, on se reverra là à ce moment-là. Allez, bonne soirée. Merci à vous, merci pour vos questions. Et puis à très bientôt. Allez, ciao.